Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux opportunités de financement européen dans le numérique, donc organisé par le cluster Digital 113 et l'agence ADOC. Donc au programme de leur avenir, donc dans la première partie de ce webinaire, donc on va vous présenter les principaux programmes européens dans le secteur du numérique. Suite à ces présentations, l'entreprise lauréate Teroico viendra partager son expérience des projets européens. Et enfin, nous vous présenterons l'accompagnement des entreprises vers les financements européens par le réseau Enterprise Europe Network et le pôle européen d'innovation numérique vous présentera l'EDIH Occitanie IA qui accompagne la performance des entreprises grâce à l'innovation digitale. Donc, avant cela, je vais laisser la parole à Amélie Leclerc, donc directrice générale chez Digital 113, et à Jean-Marc Dessapt, directeur opérationnel international marché attractivité Europe de l'agence ADOC, pour un mot d'introduction. Donc, je vais peut-être commencer par Amélie. Merci Oui. Félix. Et bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire et je suis ravie qu'on arrive à organiser ce type d'action conjointe entre Digital 113 et ADOC. Les financements, c'est un sujet, c'est un véritable enjeu et les financements européens encore plus parce qu'il y a aussi une forme de complexité, plus qu'une forme, hein, il y a une vraie complexité sur ces types de financement. Pourtant, il y a énormément d'opportunités pour les entreprises, de vrais effets leviers pour l'ambition, pour la croissance, pour l'innovation. Et donc, c'est très, très important qu'on arrive à vous donner les pistes, les billes et à pouvoir vous accompagner. Digital 113, on est à la fois partenaire du EDH Occitania, donc je laisserai, je crois que c'est notre Chili qui doit exposer cette partie-là, mais on est aussi depuis 1 an et demi dans un projet FEDER cofinancé par l'Union européenne avec l'appui de la région Occitanie pour inciter les entreprises à aller sur l'international et sur l'innovation. Et donc, depuis à peu près 1 an, hein, c'est ça, on a facilité un parcours d'accompagnement au montage de projets et de projets européens en particulier, parce que ça ne s'invente pas, parce qu'il y a des vraies complexités. Il faut savoir quoi dire, quoi faire. Et ça fait gagner un temps énorme aux entreprises de pouvoir se faire accompagner. Nous, on le fait, les pôles le font, il y a d'autres cabinets, mais vraiment. Mais se faire accompagner, pourquoi, sur quoi? Je pense que c'est là-dessus que vous allez avoir plein de billes là-dessus. Donc, Digital 113, cluster des entreprises du numérique, est ravi de pouvoir vous proposer ce temps d'échange. Jean-Marc, je te passe la parole. Merci beaucoup, Amélie. Donc, pour Adoc, je vais faire aussi une introduction très courte, confirmer qu'on est très heureux de coopérer avec Digital 113 sur ce thème vraiment important, qui fait partie des 2 ou 3 sujets sur lesquels la région attend de son agence de coopérer vraiment très étroitement avec tous les pôles de compétitivité et clusters qui sont actifs sur le territoire régional. Et Digital 113 dans le numérique est évidemment incontournable. Effectivement, les sujets sont d'importance puisque les 3 instruments principalement qui seront mentionnés dans cette séquence, je veux parler d'Horizon Europe, du programme Digital Europe et du mécanisme d'interconnexion, sont tous d'abord dotés de fonds conséquents. Donc on aurait bien tort de ne pas faire un effort collectif pour aller chercher ces fonds européens en région. Deuxièmement, ils sont pertinents par rapport à l'action de nombreuses entreprises et de nombreux acteurs du développement économique en région. Et puis, troisièmement, on se trouve, je crois, les spécialistes le confirmeront, à un moment un peu clé, puisqu'il y aura dans les mois qui viennent, fin 2025, début 2026, en fonction des 3 différents cadres et programmes dont je parlais, des appels à projets qui vont sortir. Donc, c'est vraiment le bon moment, je crois, hein, Amélie, pour cette étape Absolument. de sensibilisation, d'explication, de pédagogie et de soutien. Et donc, je voulais vraiment remercier tous ceux qui vont prendre la parole maintenant que nous avons invité, notamment les points de contact nationaux, bien sûr, Monsieur Baudrenou, la DGE aussi, Aliénor Touvenot, et puis aussi le témoignage de Teroico qui est vraiment important. C'est toujours très important d'avoir des témoignages dans ce genre d'opération et de webinaire avec Monsieur Moulera. Et puis, bien sûr, Jennifer Sauced, notre partenaire du réseau Enterprise Network, et Philippe Mestre pour le DIH. Ayant remercié tout le monde, je rends la parole. Je vais me permettre, Jean-Marc, dans ce que tu as dit, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que ce type de webinaire, de contenu est assez rare et assez spécifique.
Et c'est ce qui explique qu'on a souhaité pouvoir l'enregistrer pour pouvoir le diffuser, notamment au sein du réseau des IH, mais pas que, parce que tout le monde va forcément être disponible au moment où on propose le contenu. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ce contenu et que d'autres entreprises puissent aussi y accéder ou réécouter, parce que s'il y a voilà, ça peut être parfois ardu quand on n'est pas acculturé ou habitué. Et il faut Bien sûr. pouvoir revenir sur les informations. Bien sûr, bien sûr. Ce serait dommage qu'elle rate ça. Tout à fait. Exactement. Merci. Très bien, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Jean-Marc. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Monsieur Serge Bojrenou, donc coordinateur du point de contact national Horizon Europe sur le numérique. Serge, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Donc, Serge Bojrenou, je suis responsable sectoriel sur le numérique chez BPI France et je suis coordinateur du PCN numérique aussi. Et donc, le but de cette présentation est de donner, disons, un aperçu de ce que c'est que l'école européenne, comment est-ce qu'il faut les lire et de se préparer au prochain call qui dont la première relève commence, je crois, le 15 janvier 2026. Et donc, ma présentation, elle est basée sur le brouillon 3, le draft 3, la version 3 de l'appel à projet ou du Work Programme 2026-2027. Il y a une version 4 qui est en train de sortir. Pour l'instant, je pense que jusqu'à ce matin, ce n'était pas encore disponible sur le site de la commission. Normalement, ça va être mis en ligne dans pas longtemps. Et donc, c'est elle qui fera foi jusqu'à la version définitive qui, je crois, va sortir en décembre. Normalement, entre cette version 4-là et la version définitive, je crois qu'il y aura pas. Ça va, s'il y a des modifications, ce sera plutôt de manière marginale. Et donc, vu que la version 4, elle n'est pas encore complètement disponible et que ma présentation, elle date de quelques jours, donc je me suis basé sur la version 3. Mais je donnerai à la fin quelques petits détails en fait sur ce qui est en train de changer. Donc, on peut aller oui, même au slide suivant. Encore. OK. Et donc, là, ce slide-là, disons que je ne vais pas présenter en détail chacun des slides en raison du temps imparti. Je vais en survoler certains. Le but est de s'étendre sur d'autres et puis peut-être de laisser la place à des questions. Et si je déborde, que le modérateur me prévienne. Donc, sur ce slide-là, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, le programme Horizon Europe est un programme pluriannuel qui a commencé depuis 2021, qui va jusqu'à 2027 pour un budget total de 95,5 milliards d'euros. Donc, ce guide, ou cet extrait de guide que je vous présente a été réalisé par les points de contact nationaux Horizon Europe de BPI France sur la thématique numérique. Et donc, ces points de contact-là font partie d'une direction chez BPI France. Ça s'appelle la direction des filières industrielles qui elle-même est logée dans une autre direction, direction de l'expertise. Et donc, on est répartis, on a un certain nombre de sectoriels qui sont compétents sur différents secteurs de l'économie. Donc, juste un disclosure, c'est que le présent guide ou cette présentation, en fait, elle est basée sur la version 3 et que la version qui fait foi, c'est la version définitive qui va sortir en décembre et sur laquelle sera basée l'école et les relèves. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, je ne sais pas si tout le monde va bien. Chez moi, non, parce que ça déborde, en fait, les slides. Mais grosso modo... Ah, ok, d'accord. Grosso modo, on a une équipe de 7 personnes sur le numérique. Donc, je suis le coordinateur des points de contact nationaux. Je suis sectorisé sur les télécoms principalement. Et puis, j'ai d'autres collègues qui ont d'autres compétences sur l'IA, sur le quantique, sur le HPC, sur les mondes virtuels, sur la photonique, ainsi de suite. Et donc, en fonction des questions que vous avez, ce sera une personne ou une autre qui sera à même de répondre et de répondre de manière plus précise. Donc, on peut passer au slide suivant.
Et donc, comme je disais, on est logé dans la direction des filières industrielles. On a partagé le monde en quatre domaines. Donc, il y a des gens qui sont compétents sur la santé, sur les écotechnologies, sur l'industrie et puis sur le numérique. Et donc, c'est notre direction qui opère pour le compte de BPI France, France 2030. On va passer au slide suivant. Okay, au suivant encore. OK. Donc, ce slide-là donne l'architecture générale des programmes Horizon Europe. En fait, le programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 95 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et donc, les objectifs sont cités à gauche, c'est de renforcer la base scientifique et technologique de l'Union, de stimuler l'innovation, la compétitivité, la création d'emplois. Et les écoles sont réparties en piliers, ou disons, Horizon Europe, en fait, est architecturé en piliers. Il y a 3 piliers essentiellement, et puis il y a certaines actions qui sont un peu horizontaux. Donc, le numérique est logé dans le pilier 2. Et on peut passer à la slide suivante. Et l'approche, en fait, d'école Horizon Europe est une approche, je dirais, top-down. Top-down dans le sens où la Commission, en coopération avec les États et les délégations des États, discute et définit un certain nombre de priorités, de thématiques, de calls. Et donc, une fois que ces priorités sont définies et que tout a été maturé, en fait, c'est proposé au public. Et donc, les projets, ce sont des projets collaboratifs, donc transdisciplinaires, transsectoriels, transnationaux. Il faut des consortiums qui soient sur au moins 2 États, je crois, de mémoire, 2 ou 3 États. Et ce sont des projets qui durent en moyenne 3-4 ans, avec des projets qui sont CSA, je les expliquerai un peu plus tard, qui ont des enveloppes budgétaires un peu plus bas. Et il y a des projets qui sont, disons, RIA et qui sont un peu plus amont, donc avec un peu plus disons, un peu plus proche de la recherche fondamentale, et puis des projets IA qui sont un peu plus proches des cas d'usage et des verticales. Bon, je ne vois pas bien le bas du slide, mais j'avais donné, je pense, les moyennes. Mais disons qu'il y a beaucoup de dispersion. Je pense qu'en moyenne, je ne sais plus si c'est 4-6 millions d'euros. Et en fait, la dispersion est quand même importante parce qu'il y a des écoles qui sont à 75 millions, par exemple. Donc, il y a, je dirais, un peu pour toutes les tailles, un peu pour tout le monde. Slide suivante. OK. Donc, comme je disais, il y a 3 types de projets collaboratifs. Ils sont généralement financés à 100%, sauf les projets IA qui sont financés à 70% pour les acteurs du privé. Et donc, les projets RIA, comme j'ai dit, ce sont les types de projets RIA sont des projets un peu amont. Les TRL qu'on recherche, c'est plutôt des TRL de A5, je parle en moyenne, hein, de A5. Et donc, ça va un peu juste, ça démarre un peu, je dirais, un tout petit peu juste après la recherche fondamentale. Il y a des parties faisabilité et puis petit à petit, on recherche des TRL un peu plus haut. Tout ce qui est Innovation Actions est plutôt, on recherche des projets qui démarrent à des TRL un peu plus élevés et qui, comme je l'ai dit, qui sont beaucoup plus proches des cas d'usage. Et les projets CSA sont plutôt des projets d'accompagnement où on cherche à faire émerger des écosystèmes des écosystèmes ou des thématiques, enfin, faire travailler un certain nombre d'acteurs sur des problématiques d'écosystème et d'accompagnement. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. D'accord. Donc, les conditions d'éligibilité, il y a une composition minimale des consortiums. Donc, au moins une entité légale dans un État membre de l'Union et puis au moins deux autres entités légales, et les entités doivent être indépendantes, établies dans un autre pays ou un État associé. Donc, il y a aussi, il faut avoir, pour candidater, en tout cas pour être retenu, il faut avoir un Gender Equality Plan. Et donc, le détail de ce Gender Equality Plan est donné dans les annexes d'école. On peut aller au slide suivant.
OK, donc il y a des critères d'évaluation, surtout pour les projets RIA et IA qui sont des projets de RDI. Et donc, il y a l'excellence, donc clarté et pertinence des objectifs, les impacts, donc les trajectoires des projets, les résultats attendus, et puis la qualité de la mise en œuvre, donc le plan de travail. Il faut un plan de travail RDI qui soit assez, assez clair, où on a identifié les risques, les efforts, ainsi de suite. Donc, slide suivante. OK. Ce slide-là, c'est pour donner un peu l'architecture d'école. Donc, quand on regarde le work programme, le but, c'est que les gens puissent être indépendants, en fait, quand ils auront téléchargé le work programme et ils pourront, en fait, le lire relativement facilement. C'est que, en fait, il y a une partie qui est un peu une partie sommaire où on donne l'école sans donner le détail d'école. Et dans cette partie-là, pour pouvoir la lire, il y a la destination qui est donnée. Donc, on est dans le numérique et parti sur la destination 3, 4, 6 pour cette année. Donc, il y a les destinations qui sont données, qui donnent un peu la thématique générale. Et puis, il y a les headings qui est un peu plus focus. Par exemple, il y a certains calls, c'est identifié comme étant des calls du continuum telco Edge Cloud. Et par exemple, ou alors des calls IA, en fait, ces données-là, soit IA, soit data. Si c'est monde virtuel, c'est dit virtual worlds, ainsi de suite. Donc, ça permet de savoir, en fait, dans quelle destination on est. Sous-destination, c'est un peu la thématique. Et puis, il y a le numéro du call. Donc, typiquement, par exemple, le premier qui est donné ici comme exemple, c'est Horizon. Donc, pour Horizon Europe, il y a CL4 pour Cluster 4. 2026, donc pour l'année 2026. Après, le 4, je crois que c'est la sous-destination. Et puis, ben, en fait, les calls sont regroupés par thématique. Et là, par exemple, c'est Digital Emerging. Donc, il y a Digital Emerging 1. Il y en a, généralement, ça se suit. Hein. Des fois, il y a des numéros qui sautent. En fonction des itérations, il y a des calls qui peuvent être retirés ou rajoutés. Donc, ce n'est pas forcément continu, la numérotation. Et donc, après, la colonne suivante, il y a RIA, donc pour dire le type de call que c'est. La colonne qui suit, par exemple, le 17 millions pour le tout premier call, c'est le budget général associé à ce call-là. Et puis, ben, en fait, on dit pour chacun des projets, parce qu'on peut retenir plusieurs projets, et donc on donne le budget qui est visé pour chacun des projets. Et donc là, typiquement, pour le tout premier, on ne vise qu'un seul projet. Donc, le budget général, il est égal au budget du projet qui est 17 millions. Et puis, bon, là, les exemples ne sont pas forcément bien choisis, mais il y a des calls où voilà, on vise 3 ou 6 calls, et donc le budget général, il est divisé par à peu près 6. OK, slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, après, un peu plus loin dans le work programme, quand on va plus loin, il y a le call qui est présenté en détail. Et donc, ça a plutôt cette forme-là. Donc, il y a le nom du call. Après, on dit s'il est du digital, donc du numérique, ou de l'industrie, ou du spatial. Et puis, s'il y a des conditions spécifiques. Typiquement, il y a certains calls, par exemple, où on dit clairement que, en fait, le call, on ne vise que disons plutôt, des vendeurs, par exemple, des équipementiers qui ne sont pas identifiés par la commission comme étant à risque. Bon, là, je vous donne par exemple l'exemple des télécoms, où certains équipementiers, disons, hors Europe, sont jugés à risque, et donc on préfère que l'école ne travaille pas avec ces équipementiers-là. Donc, il y a des restrictions qui peuvent être, ou des conditions spécifiques qui peuvent être données. Et puis après, ben, en fait, on donne la contribution par projet. Ensuite, le budget indicatif, le type d'action, les conditions d'éligibilité, le niveau de TRL, disons, espéré, donc expected TRL au début et puis à la fin, ce qu'on vise. Après, il y a les résultats attendus du projet, et je crois la quatrième partie, ça s'appelle généralement scope, où on définit les enjeux traités, le périmètre du projet, les liens avec éventuellement d'autres projets,
Par exemple, il y a des cols où on dit que, ben, en fait, pour candidater à celui-là, il faut avoir été, par exemple, lauréat à un col précédent d'une année précédente, ou il faut que ce soit rattaché à un col où on donne le nom du col. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, slide suivante. OK. Et donc, là, ce que j'ai fait, c'est de rassembler un peu l'école, et surtout les dates. Alors, les cols sont répartis en cols de l'année 2026 et puis ceux de l'année 2027. C'est comme ça que je les ai partagés. Et donc, il y a un certain nombre. Donc, il y a les destinations. Il y a les destinations qui n'ont pas de rapport avec le numérique. Et donc, tout en bas, les destinations du digital sont données. Et je crois, on est sur 3 destinations. Je ne vois pas complètement la slide. On est sur 3 destinations. Il y a des dates d'ouverture. Donc, l'école de 2026, les dates d'ouverture, c'est 15 janvier. Et puis, la date de relève, c'est le 15 avril. Et on peut passer. Et généralement, c'est des calls, un stage, un seul stage. Pareil, en 2027, c'est sur la même destination. Et puis, la date d'ouverture, c'est 17 novembre, donc 2026. Donc, les candidats ou les entreprises, ou en tout cas les entités intéressées, ont le temps de se préparer. Et puis, la date de relève, c'est 18 mars 2027. Slide suivante. OK, donc là, j'ai rappelé les destinations avec les traductions françaises des destinations. Alors, sur le col 2026-2027, on n'a que 3 destinations. Donc, il y a une coquille. Le 2, la destination 2, il n'y a pas de col numérique dessus. Et c'est plutôt les destinations 3, 4 et 6. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce slide-là, c'est pour donner un peu une idée globale de ce que représente l'école sur les deux prochaines années. Donc, le budget, il est de 546 millions, mais je pense qu'il a un peu bougé dans la version 4 parce qu'il y a typiquement des cols horizontaux qui ont été rajoutés. Il y a un col qui est sorti, je crois, il y en a un autre qui a été rajouté. Donc, ça, c'est la version V3. Je pense que bon, ça se joue peut-être à une dizaine de millions, à une vingtaine de millions d'euros près. Et donc, ce que j'ai fait sur ce graphique-là, c'est d'essayer de donner une idée de la taille d'école. Ça donne une idée de la taille d'école sur les deux années. On voit que il y a des cols de petite taille. Il y en a qui sont un peu plus gros. Typiquement, quand je prends le tout premier à gauche, il est de 56 millions. Après, il peut être réparti sur plusieurs projets. Donc, il y a plusieurs projets qui seront éligibles. Il y en a certains, c'est de grande taille, mais il y a un seul projet qui sera retenu. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de compétition. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, après, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, là, j'ai donné vraiment un zoom 2026. Donc, 2026, c'est 246 millions. Et puis, il y a le call Digital Emerging 02 qui sort du lot, qui est à 38 millions, et Data 06 aussi qui sort du lot, qui est à 50 millions. Je ne sais plus très bien si c'est un call IA ou pas, ou si c'est Telcom, mais ça doit être l'un des deux. Donc, pareil, slide suivante, 2027. Alors, Monsieur Bojrenou, je vois que l'heure tourne. OK, Donc, d'accord. est-ce qu'on peut aller à l'essentiel sur les prochaines slides? Oui. Ouais, Et super. je vais conclure. Là, je ne Je vous donne que la remercie. liste d'écoles en 2026, donc ça, pas besoin de s'attarder dessus. Et là, sur 2027, le budget, il est plutôt de 300 millions. Voilà, normalement, je suis arrivé à la fin. Je vous remercie, Monsieur Bojrenou. On prendra les questions peut-être à la fin du webinaire, comme ça on va condenser un petit peu tout. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Aliénor Touvenot, donc qui est point de contact national du programme Digital Europe et du volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Donc Aliénor, tu Oui, as la parole.
Merci Félix, merci à tous et bonjour à tous ceux connectés en ligne. Je vais tâcher d'être assez synthétique pour qu'on ait le temps de traiter toutes les questions et comme Serge a présenté les grandes lignes d'Horizon Europe et les principales règles en termes de financement européen, on va passer un petit peu vite sur ces éléments techniques. Mais si on défile justement sur la planche suivante, je vais essayer de vous résumer justement de quoi on parle lorsqu'on parle de Digital Europe et donc, du mécanisme pour interconnexion en Europe sur le volet numérique ou le CEF Digital en anglais, c'est quand même plus rapide. Ce sont deux programmes qui, comme Horizon Europe, s'inscrivent dans ce qu'on appelle le CFP, donc le cadre financier pluriannuel, qui est le budget en fait européen, qui s'étend sur une période de 7 ans. Et qui consacre une part importante au numérique, aux technologies, à l'innovation, dans lesquelles justement sont compris ces différents programmes de financement. Et si on passe sur la planche suivante, on voit que ces programmes justement s'intègrent dans ce cadre, mais qui sont soumis à certaines règles, par exemple, et que les types de projets varient selon le type de financement aussi. Donc il y a ces différents critères qui ont été, enfin, des typologies de projets financés, que ce soit des actions CSA, des CIP grants, des procurement, ce sont des définitions données par la Commission européenne. Mais ce qui est important à noter, c'est que selon le type de projet financé, le taux de financement n'est pas le même. Ça dépend également du type de porteur de projet qui justement présente un dossier de candidature. Si vous êtes une grande entreprise, si vous êtes une PME, si vous êtes un acteur de la recherche, si vous êtes une association, le taux de financement varie. Donc ça dépend vraiment des critères présentés dans le cahier des charges, ce que Serge justement a fait tantôt avec les appels d'Horizon Europe. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des programmes de financement européens. Donc on va passer assez vite sur ces éléments. J'imagine que le support sera diffusé à l'issue de la réunion, donc vous pourrez justement en prendre connaissance plus en détail. Et si on passe sur la planche suivante, je vais vous parler d'un petit peu plus en détail aussi du montage clé des projets européens, qui est à peu près la même mécanique pour ceux qui sont familiarisés dans la salle avec les montages de projets au niveau national. Si vous avez l'occasion justement de solliciter des guichets de financement, que ce soit pour l'ADEME, BPI France justement, ou d'autres organismes, ce qui est à noter, c'est que si vous souhaitez candidater à un appel à projet européen, il faut vraiment anticiper les délais pour monter le dossier sur le volet technique, financier et administratif. Il faut compter généralement entre 2 à 6 mois selon votre niveau d'expérience en montage de projet. D'où le fait justement de suivre les publications justement des PCN et de la Commission européenne dès qu'un appel est lancé pour pouvoir préparer votre dossier. Et si on passe justement sur la planche suivante, je vais pouvoir vous parler plus précisément aussi de Digital Europe, très rapidement, à ne pas confondre donc avec Horizon Europe, même s'ils ont un petit peu les mêmes noms. Ils couvrent, on va dire, les secteurs prioritaires qui sont listés ci-dessous, mais pas au même niveau de développement. Tandis qu'Horizon Europe se concentre, on va dire, pour faire simple, sur le volet justement innovation, recherche, avec des niveaux TRL assez bas, pour présenter les choses de manière schématique, jusqu'à 5-6, admettons. Le programme Digital Europe, lui, vise à faciliter le déploiement de technologies numériques sur le marché. Donc, il y a une ambition commerciale, économique très, très forte et industrielle aussi. Donc, il y a une logique de complémentarité et c'est pour ça que les projets qui sont financés dans le cadre de Digital Europe sont plutôt à des niveaux de TRL assez élevés, entre 6 jusqu'à 9. Même si ce sont les mêmes technologies qui sont financées, ce n'est pas au même niveau de maturité. Donc, on voit qu'il y a ces 6 priorités qui sont le calcul haute performance dans tout ce qui est sujet quantique, IA cloud, cybersécurité, compétences numériques, déploiement et usage et semi-conducteurs, qui sont donc justement les priorités de ce programme de financement qui comprend près de 8 milliards d'euros en matière de financement sur la période 2021-2027, vu qu'il suit justement le calendrier du CFP. Et donc, on voit que si on passe sur la planche suivante, on voit qu'on est justement un peu à mi-parcours. En 2025, le programme se termine dans 2 ans. Et on voyait justement ci-dessous les montants alloués à chacune de ces priorités qui se déclinent en différents appels à projets et qui ont tous pour but justement de soutenir la transformation numérique de l'UE, développer les capacités numériques critiques pour qu'on puisse être compétitif par rapport justement aux acteurs extra-européens et renforcer la souveraineté technologique de l'UE. Ça s'inscrit dans ce cadre et en belle complémentarité aux synergies avec le programme Horizon Europe, surtout le volet ou le cluster 4. Si on passe sur la planche suivante, on peut voir aussi qu'il y a des conditions pour répondre à un appel de Digital Europe. Comme il y a un volet collaboratif qui est très fortement encouragé, vu qu'on vise justement à déployer des solutions innovantes sur le marché, il convient justement de présenter des projets qui soient portés à minimum par 2 ou 3 partenaires de 2 États membres au minimum. Ça, ce sont les critères généraux des appels à projets Digital Europe. Certains peuvent varier selon les appels et que les bénéficiaires peuvent être toute entité juridique publique et privée. Donc, après, il y a certains appels qui sont peut-être ciblés pour certains acteurs, des acteurs de certaines filières ou certains secteurs qui sont plus dans le domaine de la santé, de l'environnement ou de l'agriculture, etc., etc. Mais sinon, toute entité juridique peut être éligible justement à un appel à projet Digital Europe.
Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ça montre que c'est un programme assez ouvert et pour lequel, justement, on invite les porteurs de projets français à se positionner pour pas qu'ils soient timides. C'est ouvert, justement, à toute entité juridique. Si on passe sur la planche suivante, vous voyez justement un petit peu en détail des appels non thématiques. Comme je vous ai dit, il y a le quantique qui est financé, pareil pour l'IA et le cloud. Donc là, vous avez les différents objectifs, les types d'actions, le taux de financement et le budget alloué sur chacun de ces appels à projets. Donc là, on a essayé de vous faire une liste un petit peu sur la période justement 2021-2025. Mais on pourra décliner un petit peu en détail. Je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter tous ces aspects. Mais on voit, si on défile justement sur les planches suivantes, que chacune des thématiques de Digital Europe font l'objet d'appels à projets qui sont publiés régulièrement. Pareil, on pourra également passer sur les planches suivantes pour chacune des priorités. Donc là, c'est la 4e priorité sur les compétences numériques. Même chose pour la 5e et la 6e. On vous laissera justement prendre connaissance à l'issue de la séquence. Petite spécificité aussi Digital Europe qui existe également pour Horizon Europe. Il y a des conditions précises à remplir sur tout ce qui touche les garanties de sécurité pour certains appels en raison du caractère sensible des sujets traités, que ce soit justement l'IA ou les technologies de cloud ou de quantique. Il y a des restrictions, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'effectivement, de tout bénéficiaire, toute entité juridique peut être éligible aux appels de Digital Europe. Mais pour certains, il est important que ces entités juridiques soient établies au sein de l'Union européenne, donc voilà, figurent parmi les États membres, et on peut limiter la participation justement aux appels à projets à des partenaires qui ne sont pas issus de l'Union européenne, pour garantir d'une part la protection des intérêts de l'UE et des États membres, protéger l'intégrité des infrastructures critiques, et aussi pour réduire le risque de fuite technologique ou de vol d'informations dans le cadre d'opérations d'espionnage. Donc ça, ce sont des conditions qui sont posées également dans certains appels et c'est indiqué également dans le cahier des charges. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous tourner vers les équipes PCN pour vérifier ce point. Parce que ce sont des démarches en plus à faire dans le cadre d'un dépôt de candidature. Il y a des documents complémentaires à remplir. Il faudra contacter également les autorités nationales pour veiller à ce que votre projet soit bien conforme à ces règles-là. Donc, ça demande un travail d'anticipation supplémentaire. Et si on passe justement sur la planche suivante, on voit justement quelques projets lauréats de Digital Europe. Donc, on aura l'occasion d'écouter bientôt le témoignage d'un lauréat d'un appel à projet européen, mais pour vous dire en tout cas qu'en France, régulièrement, il y a des lauréats français qui se distinguent et dont on suit justement les travaux dans le cadre justement de suivi de projet. Donc ça, en tout cas, c'était plus pour le volet Digital Europe. On a également fait, il y a quelques mois, à la DGE, un Infoday justement sur la dernière vague d'appels à projet du programme, qui est un événement qui est accessible sur YouTube et les supports seront également consultables sur le site de la DGE. Et on va bientôt renouveler l'exercice pour la prochaine vague d'appels à projet de Digital Europe qui devrait s'ouvrir là incessamment sous peu, on dirait voilà, horizon novembre 2025. Donc je vous invite à suivre en tout cas l'actualité sur ce sujet si ce guichet de financement vous intéresse. Et le dernier point aussi, donc je vous ai parlé de Digital Europe assez brièvement, et un autre programme qui est également très suivi, en tout cas sur le volet numérique, qui est justement donc le CEF Digital. En quelques mots, si on passe à la planche suivante, c'est un programme qui s'articule également justement sur la période 2021-2027. Il est couplé aussi à d'autres appels du programme Mécanisme pour l'interconnexion en Europe sur le volet, on va dire, transport et énergie. Mais nous, on va se focaliser sur le volet numérique, qui est suivi justement par la DGE, et qui vise justement à financer les infrastructures de connectivité dites d'intérêt commun. Donc, on comprend justement notamment tout ce qui est réseau de connectivité 5G, on comprend tout ce qui est corridor 5G aussi, et tout ce qui est connectivité dorsale. Donc, on pense au projet Backbone et au projet de financement de câbles sous-marins. Donc, ce sont les thématiques qui sont financées en priorité par ce dispositif, qui comprend justement 7 milliards d'euros, 3 milliards d'euros aussi en la matière, et ça vise justement aussi à renforcer et accélérer la numérisation des réseaux de transport et d'énergie. Donc on voit que c'est un sujet également stratégique qui s'articule un petit peu sur la même période que Digital Europe. Si on passe sur la planche suivante également, on voyait du coup donc le budget indicatif pour la période 2024-2027, puisqu'on est également dans une logique aussi de fin de programme, puisque les programmes de travail ont déjà été adoptés. On a déjà une idée claire sur le type d'appel à projet qui seront susceptibles de tomber sur la prochaine période. Et on voit que ce sont des financements quand même assez conséquents, avec une réorientation des priorités sur tout ce qui est justement quantique et cloud, avec les réseaux dorsaux, tout ce qui est pilotage de projets 5G et connectivité dorsale, donc en gros, les câbles sous-marins. Si on passe sur la planche suivante également, vous verrez également les types de projets les types d'appels qui sont proposés par le CEF Digital sur chacune des thématiques prioritaires que je vous ai citées, avec encore une fois le taux de financement qui varie, le budget
vous avez un petit peu les consignes en tête, c'est comme pour Digital Europe et comme pour Horizon Europe, selon le type d'appel à projet ciblé, eh bien, les conditions changent. Et c'est pour ça que c'est important pour le porteur de projet de prendre connaissance déjà du cahier des charges et de se tourner vers les PCN s'ils ont des questions ou des remarques sur le document. Donc, je pense qu'on pourra passer ensuite aux planches suivantes juste pour décliner différents types de projets. Et là, par exemple, la France aussi se distingue plutôt bien dans le programme CEF Digital, en raison justement déjà de l'expertise de la France sur les sujets de réseau 5G, sur le fait que la France dispose également de nombreux, qu'on appelle des régions ultra-périphériques, des territoires justement d'outre-mer, qui ont un besoin de connectivité et qui s'impliquent énormément pour le développement de câbles sous-marins. Donc ça en fait justement un peu un programme phare pour ces entités, et ce qui explique justement le nombre de lauréats assez conséquent, justement côté français pour ces programmes. Donc là, vous avez justement toutes les informations liées à ces différents projets sur la période justement 2021-2023. On n'a pas tout mis parce que sinon ça aurait pris beaucoup plus de temps et de place sur les planches, mais vous voyez qu'il y a une belle visibilité aussi, et pas seulement que des grands acteurs de l'opérateur télécom, mais également justement des collectivités territoriales. On pense justement à la métropole de Limoges et à la métropole de Toulouse, qui se sont distinguées justement en obtenant un financement de la part de CEF Digital. Donc on voit qu'effectivement ce sont des appels qui sont très très attractifs, très intéressants, et pour lesquels il faut bien poursuivre nos efforts pour qu'il y ait encore plus de candidats français qui portent des projets d'envergure pour ces financements. Et justement aussi pour CEF Digital, pour conclure, on a également organisé un webinaire il y a quelques mois, il y a quasiment un an sur cet appel, sur ce programme. Et la dernière vague d'appel à projet du CEF Digital, elle sera planifiée, ça devrait commencer à partir de janvier 2026. Donc voilà, la DGE sera là à ce moment-là pour faire un webinaire avec le personnel de la Commission européenne et pour répondre aux questions des porteurs. Donc encore une fois, si c'est un dispositif qui vous intéresse également, n'hésitez pas à rester à l'écoute et à suivre nos publications sur les réseaux lorsqu'on communiquera sur cet événement. Un grand Merci merci en beaucoup. tout cas. Ouais, un grand merci Aliénor pour ton efficacité et pour toutes ces informations. Donc oui, pour rappel, on vous enverra évidemment la présentation avec l'accès à tous les liens vers les appels à projets et les lauréats. Donc tout de suite, on va passer à un retour d'expérience d'un lauréat européen, donc Sylvain Moulera, donc directeur général et responsable scientifique chez Teroico. Donc Monsieur Moulera, vous avez la parole. Oui, désolé, j'ai eu un problème avec le son. Oui, il n'y Bonjour. a pas de souci. Je Désolé. vous en prie. Je fais bien la slide d'après. Donc moi, je vais essayer de vous Ouais. faire des retours d'expérience. Alors moi, je réponds pas sur le cluster 4. Généralement, je suis sur le cluster 5 et 6, donc transport et biodiversité. Mais sur le principe des projets européens, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc juste pour un petit peu de contexte et sur Teruico, et du coup ce qu'on fait, c'est que du coup Teruico, on est bien une entreprise qui est adhérente de Digital 113, mais on s'est spécialisé en fait dans le transfert technologique des technologies de l'écologie en fait. Donc on va chercher les technos dans les labos d'écologie pour les transférer en fait aux opérateurs de terrain, et ça passe notamment par de l'édition logicielle et de la fourniture de puissance de calcul en SaaS. Donc, on a une activité qui est un peu connexe par rapport aux activités classiques de Digital 113, et du coup, on rentre pas tout à fait dans le scope du cluster 4, mais je pense que pour les projets européens, ça change pas grand-chose. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner une idée, hein, on a quand même un profil d'équipe qui est assez particulier, puisque aujourd'hui, on est une trentaine, et un tiers de l'équipe sont d'anciens docteurs, donc, dont une bonne partie vient de l'académie, qui participait déjà à des projets européens, et on bénéficie de tout un tas de labels je dirais, de partenariats institutionnels dans la filière écologie et numérique. Donc, ce qui nous aide aussi pas mal sur tout ce qui est montage de dossiers européens. En fait, le fait d'être déjà bien intégré dans les réseaux nationaux, généralement, ça aide un peu. Je fais bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc nous, globalement, en termes d'activité, on est quasiment dans les premiers en France, historiquement, à travailler sur les sujets de modélisation large échelle, simulation large échelle, utilisation de l'intelligence artificielle, en fait, pour le traitement des questions en écologie. Quand je parle d'écologie, je parle pas développement durable, hein. Je parle pas de production d'énergie, c'est l'écologie au sens scientifique du terme, c'est le traitement de la nature et de biodiversité en général. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Euh, donc nous, au niveau activité, c'est pareil, ça joue un peu parce que j'utilise une partie de mes partenaires clients pour monter certains types de projets européens.
Et du coup, en fait, on a de l'activité un petit peu avec tout type de structure. Donc, ça va de l'agriculteur qui veut faire un parc photovoltaïque son exploitation, à l'État pour faire de l'évaluation de politique publique, voire l'Europe, puisqu'en fait, j'ai participé à des CSA. Donc, je veux bien la dernière slide. Je pense que c'est la dernière. Ah oui, non, pardon, j'en ai une avant. Pour recadrer un petit peu plus côté numérique, donc on fait un peu d'édition logicielle et c'est assez important. C'est notamment Simoico en fait qui est le logiciel qu'on utilise principalement. En fait, Simoico, il faut savoir qu'on est les seuls en fait dans le monde à être capable de faire le type de simulation qu'on fournit. Donc c'est vraiment de la reproduction de ce qui se passe dans la nature en termes de comportement animal. Donc comme ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait, c'est utilisé pour tout ce qui est document de planification territoriale, tout ce qui est évaluation environnementale, toutes les études d'impact. Donc dès que vous avez un data center à construire, en fait, ça passe par ce type de- d'autorisation environnementale. Et en fait, cet outil en particulier fait qu'on est très souvent sollicité pour participer à des projets européens d'envergure. C'est aussi pour ça qu'on a une certaine culture en fait de la participation à des projets collaboratifs assez large. Je veux bien la dernière slide, ce coup-ci, je pense que c'est la bonne. Et non, c'est toujours l'avant-dernière. Donc, au-delà des projets européens, en fait, on a aussi une vraie culture du montage de projets de recherche. Comme je disais, on est un tiers de l'équipe à être d'anciens docteurs et d'anciens académiques. Ce qui fait qu'on monte déjà beaucoup de projets de recherche nationaux et principalement des projets collaboratifs. Donc là, sur ceux qui sont présentés là, alors, ils sont tous à base de numérique, hein. Mais là, par exemple, on a déjà 2 PIA et j'ai 2 projets ADN, là, il en manque encore un. Comme ça a été présenté par les intervenants précédents, en fait, c'est assez proche dans la structure et dans le mode de montage. Donc, par contre, c'est plus facile à obtenir côté français que à obtenir côté européen, en tout cas de mon point de vue. Donc, en guise d'entraînement, c'est pas mal. Et du coup, je veux bien la dernière slide, s'il vous plaît. Ce coup-ci, c'est vraiment la dernière. Donc là-dessus, je vous ai fait un espèce de petit récapitulatif un petit peu de tous les projets auxquels on a participé dans le montage depuis notre création. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans. Il faut savoir que enfin, moi, j'étais déjà un petit peu sensibilisé aux projets européens puisque j'ai fait ma thèse en fait dans des projets européens où j'étais coordinateur de Work Package en plus au-delà de mes activités doctorales. Ce qui donne un peu d'expérience sur la gestion. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est ben, un petit peu, si vous regardez la colonne succès, là, vous voyez que ben, il n'y en a pas beaucoup en fait, hein. Ils sont plutôt récents. Donc on en a raté pas mal avant de réussir à en avoir. Mais ce qu'il faut voir, et je pense que ça a été dit un petit peu, c'est que le plus important, je pense, dans le montage de projet, pardon, c'est que il faut- l'expérience, c'est vraiment, à mon avis, le plus important dans cette histoire-là, puisqu'il y a quand même une sémantique particulière, en fait, quand on répond à un projet européen. On a beaucoup parlé des calls, des contenus, des scopes, des calls. Il faut savoir que ça peut se jouer à quelques mots, en fait, si on n'utilise pas les bons termes dans le bon ordre et on précise pas exactement ce qu'on va faire dans le projet. Bah, parfois, ça peut suffire à ce qu'on soit pas retenu quand le call est très compétitif. Euh, des choses qu'il faut voir aussi, c'est je dirais, là, je pense notamment au projet Biofast là, que vous voyez sur la ligne 2020-2021, en fait, qui était un projet Green Deal à 30 millions, qui était assez sympa. La dotation était assez sympa. Le problème, c'est qu'en fait, les porteurs du projet ont pas très bien jaugé le niveau de maturité. Et du coup, quand on a déposé le projet, on était plutôt aligné sur un call type RIA qu'un call IA qui était attendu. En gros, le niveau de maturité globale du projet n'était pas suffisant par rapport à l'attendu de la commission et le résultat des courses, et c'est normal, hein, le projet a pas été financé. Ensuite, là, 2020 enfin, entre 2020 et 2024, là, vous voyez les deux lignes sur les projets CSA. Alors, les CSA, c'est assez sympa à faire, mais c'est des projets qui sont quand même assez particuliers. C'est les seuls qui soient réellement, en tout cas pour les entreprises, financés à 100%. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est que je pense pas qu'on puisse se lancer dans une CSA comme ça de prime abord. Il faut déjà quand même être, à mon avis, très bien intégré dans les réseaux, puisqu'en fait, ça aide à lancer les actions transversales de l'Europe. Donc, les livrables, c'est quand même les agendas stratégiques. Donc, je pense que sans partenaire institutionnel solide, c'est pas
enfin bon, il faut le savoir pour se lancer dans ce type d'opération. Là, il faut savoir que par exemple, pour le projet Bison, ce qui était demandé dans le call, c'était d'avoir à minima 22 ministères des Transports associés dans le projet. Donc, il n'y avait qu'un seul projet financé. Il fallait que dans les partenaires de ce projet, on ait 22 des ministères des Transports qui soient partenaires de l'Europe. Donc, tout de suite, c'est assez restrictif. Et si on n'a pas le réseau qui va bien, ben, on peut pas on peut pas vraiment y répondre. Euh, Autre point important, à mon avis, dans le montage, c'est qu'il faut être à l'aise dans le consortium. Et vous voyez la ligne en dessous, le projet de CSA Symbiosis, en fait, c'est la suite de Bison. C'est vraiment la suite. Bison flashait déjà, là, en fait, le lancement de Symbiosis. Mais en fait, moi, je me suis retiré du projet au milieu en fin de montage, une fois que tout a été monté, parce que je sentais pas du tout la coordination. J'étais quand même Work Package Leader hein, du paquet principal, notamment pour la réalisation de l'agenda stratégique. Je suis parti je dirais au troisième quart de montage du projet parce que la coordination, je la sentais pas du tout et je savais que ça allait être un bourbier à gérer et aujourd'hui, c'est vraiment un bourbier. Donc, bon, ça s'est confirmé. Et du coup, je pense que, enfin, si moi, en tant que PME, j'ai persévéré dans ce projet-là, je pense que j'aurais eu quelques difficultés à finaliser le projet et à finaliser mon année aussi. Pas sûr que j'en sois sorti vivant. Ça, c'est un autre problème. Et donc, il faut bien faire attention à comment on se sent dans le partenariat, dans les projets collaboratifs, surtout quand il y a beaucoup de partenaires. Et là, bah, du coup, dernier projet en date, là, je viens de déposer, et là, c'est moi qui suis coordinateur technique, un RIA le 17 octobre. Et alors, on en a parlé un petit peu sur les délais de montage. Moi, généralement, sur des projets où on est au-delà d'une dizaine, enfin, ouais, même à partir de 7-8, enfin, moi, je commence à planifier à partir de au moins un an en avance. Sinon, enfin, c'est assez compliqué à gérer, et surtout à gérer le timing, surtout quand on a les entreprises à gérer en parallèle de ces montages de projets. Ça peut être assez chronophage. Donc, les montages en 2 mois sur des petites opérations comme on n'a pas parlé du tout des petits, enfin des financements type là c'est SME Instruments, mais aujourd'hui c'est EIC Accélérateur. Et je crois qu'il a encore changé de nom. Là, en fait, il y a un seul participant et c'est assez compétitif. Ça, ok, on pourrait envisager de le monter assez rapidement si on a déjà toutes les briques en quelques mois. Mais même en 6 mois, quand on démarre un projet, qu'on n'a pas l'intégralité du consortium qui est prêt ou qu'il faut faire des réajustements de dernière minute parce qu'effectivement, la V3 du call a bougé un petit peu, mais a intégré un partenaire majeur ou obligatoire qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas dans le consortium, bah, il faut un peu de temps pour pouvoir le récupérer, il faut un peu de temps pour réajuster les structures de projet et la répartition des fonds entre les différents partenaires. Donc je pense que l'anticipation, c'est vraiment l'élément clé là pour réussir à déposer dans les temps et en espérant atteindre les minima des 3 sections excellence, impact et implémentation qui sont les mêmes, enfin les mêmes, qui sont demandés pour les trois types de calls majeurs, là, l'IA, Innovation Action, Research Innovation Action et les CSA. Donc moi je m'étais laissé pas mal de temps pour les questions, donc pour moi c'est bon. S'il y a des Très questions. bien. Je vous remercie, Merci. Sylvain. On prendra les questions à la toute fin. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, pareil, on a pris du retard et moi, j'ai une autre vidéo qui commence dans 10 minutes. Donc, Philippe Mestre, dans Shadok. Moi, je ne vais pas vous parler d'un programme, des différents programmes européens. Je vais vous parler d'un dispositif mis en place qui est réel et effectif actuellement et qui est un European Digital Innovation Hub, donc un hub de transformation digitale et qui découle de ce qu'a présenté Aliénor du programme Digital Europe. Alors, c'est un outil européen, donc, c'est pas un financement ou une source de financement, quoique on a quand même des obligations de vous accompagner dans votre recherche de financement, notamment les entreprises, mais qui a pour vocation à accélérer la digitalisation des entreprises en Occitanie dans notre cas de figure, mais il y en a à peu près 200 en Europe de ces outils-là. Donc, si tu veux avancer, Félix, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est un partenariat de 14 acteurs, donc Digital 113 et Adoc font partie, et on a un programme d'accompagnement des entreprises 360 degrés, donc avec un parcours personnalisé, des experts à votre écoute, et on travaille sur certaines filières prioritaires, mais qui ne sont pas exclusives. Continue, Félix.
Voilà, donc quand je dis parcours personnalisé, c'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui doit rentrer dans un dispositif ou qui doit répondre à un outil en place. On va d'abord, nous, se mettre à disposition de l'entreprise. Donc ça, on renverse un petit peu la table et on travaille d'une façon différente. On va évaluer le besoin de l'entreprise en qualifiant avec un expert qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa transformation digitale. De là, on va passer à un diagnostic de maturité que l'on va faire avec des experts digitaux pour bien évaluer les enjeux, les objectifs et qu'est-ce qu'elle veut faire, quelles sont ses pratiques et quelles sources ou besoins de financement elle a. De là, on arrive sur un audit et un plan d'action que l'on propose à l'entreprise. Et si elle l'accepte, il y aura un suivi, un suivi et une mise en œuvre réelle et effective qui sera effectuée par le consortium que représente le DIH Occitanie. Jusque-là, tout est gratuit. Donc, ça veut dire que l'entreprise bénéficie indirectement des fonds européens, puisque cet outil-là est financé, est cofinancé, pardon, à hauteur de 50% par le programme Digital Europe, donc par l'Europe. Après, certains services peuvent être payants. Donc là, vous recevez des devis proposés par les experts que vous verrez après, qui composent le consortium des acteurs. Sauf que ces devis sont à peu près 50% moins chers que ce qu'on peut trouver sur le marché, dans le sens où il y a une subvention européenne qui est prévue pour cofinancer les actions proposées par les acteurs. Voilà, tu peux avancer, Félix. Donc, des services à la carte, comme je l'ai dit, donc feuille de route, définition de la feuille de route, mise en relation, solutions techniques, aussi de la formation. Nous proposons des formations collectives, des formations individuelles, des formations à la carte, l'identification des besoins de formation. Voilà. Et nous avons aussi un work package, comme pour reprendre l'expression appropriée, sur l'accès au financement. Donc, nous faisons un travail de veille, un travail de mise en relation et un travail d'orientation sur les différentes sources de financement qui peuvent être européens, bien sûr, nationaux, voire régionaux. Donc, quoi qu'il en soit, si l'entreprise a besoin, parce qu'elle a quelques services à payer ou parce que son projet demande de l'accompagnement financier, on ne va pas la laisser seule, on va aussi l'orienter sur les bons dispositifs, comme je l'ai dit, nationaux, régionaux ou européens. Donc voilà, on va toujours formuler une réponse à l'entreprise. Donc continue, Félix, puisque je vois que le temps tourne aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on propose toutes les technologies qui sont sur cette slide. Donc l'IA, le HPC, les données spatiales. Ça, c'est un peu notre spécificité locale. La cybersécurité, l'éthique de la donnée, puisque de plus en plus on utilise l'IA, donc on a de plus en plus de données. Donc il faut se protéger et aussi avoir une architecture et avoir une éthique de cette donnée. Donc notre consortium d'acteurs de 14 agrège toutes ces technologies-là et propose un parcours à la carte de transformation digitale de l'entreprise qui peut agréger pas mal de ces technologies-là ou en prendre qu'une seule ou une ou deux. Voilà. Avance, Félix. Qui nous sommes? Donc là, je ne vais pas les citer un par un, mais vous voyez qu'on est quand même 14 acteurs occitans. Donc là, l'exception de ces DIH, c'est qu'on peut avoir simplement un consortium d'acteurs locaux, puisque ça, on est censé représenter l'écosystème et les compétences régionales. Donc, je vous ai mis par compétences, entre guillemets, sur l'IA, la cybersécurité, la filière, la recherche, l'écosystème, la formation. Donc, voilà, vous avez 14 acteurs, en gros, basés à Montpellier et à Toulouse, qui peuvent répondre à vos besoins dans votre processus de transformation digitale afin de garder votre compétitivité. Donc là, voilà, vous avez tout ça sur ce slide-là. Vas-y, si tu veux avancer, Félix. Voilà, donc ce diagnostic qui vous permet de voir votre niveau de maturité digitale et voir quel type d'accompagnement il serait intéressant d'avoir. Nous l'avons aussi, donc il est rapide. Il n'a pour 20 minutes, un quart d'heure, gratuit et confidentiel, donc ce qui est assez intéressant. Il n'a pas vocation à travailler que sur l'IA, que sur la cyber ou que sur le HPC, mais il a vocation de vous faire un diagnostic assez 360 de votre entreprise pour envisager et planifier un parcours de transfo digital. Donc s'il y a des entreprises connectées, vous pouvez scanner le QR code ici et donc vous tomberez directement sur le lien pour aller faire votre diagnostic de maturité digitale. Voilà, je pense que j'ai fini. Voilà. Et sinon, vous trouvez tout sur notre site où vous trouvez notre catalogue de services avec une fourchette de prix sur les différents services proposés. Donc, on ne peut pas mettre des prix exacts puisqu'on fait du à la carte, en fonction si vous prenez A ou B ou C, voilà. Ça va, le prix va être un petit peu différent, mais vous avez le catalogue du service en ligne, donc vous pouvez regarder combien ça coûte ou qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous avez aussi les réseaux dans lesquels vous pouvez nous suivre, voir ce qui est fait, voir ce qui n'est pas fait, le site internet bien sûr et le QR code, je me répète,
mais voilà, qui vous permet de réaliser vous-même votre auto-diagnostic de maturité digitale. Et après, donc, on revient vers vous et on vous propose des parcours de transfo en fonction de vos besoins et de votre capacité à investir ou qu'est-ce que vous voulez faire pour développer votre entreprise et rester surtout plus compétitif. Voilà, et tout ça s'inscrit, comme l'a dit Aliénor au départ, dans le cadre du programme Digital Europe. Ces dispositifs-là, ces EDIH, il y en a 16 en France et à peu près 200 en Europe. Voilà. J'ai fini, Eh bien, Félix. un grand merci Philippe et un grand merci à tous nos intervenants. Donc s'il y a des questions, j'ai vu qu'il y avait quelques peut-être questions sur le chat, mais s'il y a des questions à l'oral, n'hésitez pas. Si nos intervenants sont encore là, ils peuvent y répondre. Sinon, on vous enverra leur contact par mail ainsi que la présentation. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Donc on a fini. Ah oui, je vois qu'il y a une question. Simon Bretin, allez-y. Oui, si je peux poser une question, j'essaie d'allumer ma caméra, mais elle n'a pas l'air de marcher. Si, mais voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. En fait, on a vu, merci pour ces présentations, c'est très intéressant. On a vu que là, on est vraiment sur des projets collaboratifs. Peut-être la question s'adresse aux deux personnes qui ont présenté vraiment les grands cadres de réflexion européens. Quelles seraient les premières étapes, je dirais, pour des projets peut-être un peu moins ambitieux? Tout à l'heure, la personne de la Boïcos en a présenté quelques-uns qui étaient plus petits et plus accessibles pour un porteur simple ou un petit consortium franco-français, voire occitano-occitanien. Quels seraient vos conseils finalement pour aller chercher ce type de projet au niveau européen? Je ne sais pas si Aliénor, Serge ou Sylvain souhaitaient répondre. Enfin, moi, je peux donner une réponse. Disons que à partir du moment où il y a disons, un début de consortium, un corps consortium français, même s'il est occitan, euh, en fait, c'est d'essayer de se faire connaître. En fait, ça peut être ça. Soit il y a des plateformes, par exemple pour le numérique, il y a une plateforme de brokerage où on peut aller directement chercher à l'Europe. Mais dans tous les cas, il va falloir l'étendre à l'Europe, en fait, le, le consortium. Donc, soit de passer par nous, où vous avez déjà identifié des pays ou des gens, et donc on va contacter le PCN du pays en question et lui demander de nous faire des propositions ou de vous faire des propositions, ou alors vous passez par la plateforme de brokerage qui a pour objectif de mettre en contact les différents, je dirais, les différents protagonistes au niveau européen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est clair. Effectivement, on voit que ça nécessite une taille de projet et un temps effectivement assez important, un engagement assez important. Peut-être juste pour compléter, la première question à se poser, c'est peut-être finalement, est-ce que le guichet européen, c'est le guichet qui vous intéresse, quoi? Et parce que derrière, c'est dans une perspective de déploiement à l'échelle européenne. Donc, je sais qu'il y a quelques guichets qui permettent de travailler, au moins en partie, côté franco-français. Mais, mais derrière, les sorties du projet seront de toute façon à l'échelle, enfin, doivent être à l'échelle européenne. Donc, quelque part, la question à se poser, c'est est-ce que finalement, le guichet de financement, c'est le bon, ou est-ce que finalement, j'ai pas un guichet franco-français, voire occitan, qui ferait pas finalement le même boulot, sans être aussi fastidieux que le guichet européen, quoi. Super, merci pour c'est effectivement intéressant comme approche. Bonne réponse, en tout cas. Je crois on peut aussi citer les fonds Interreg. Donc, en Occitanie, on est éligible à 5 fonds Interreg, donc le POCTEFA, le Sudoe, le NextMed, Euromed et l'Interreg Europe. On n'a pas pu les présenter ici par manque de temps, mais c'est des enveloppes un peu moins conséquentes. Et voilà, c'est des tailles de projets un peu plus modestes. Et c'est sur la coopération transfrontalière européenne, notamment entre la France, l'Espagne, la France, et le Portugal, et sur le bassin méditerranéen. Ça peut être aussi intéressant si vous ne voulez pas tout de suite aller sur Horizon Europe ou sur Digital Europe avec des gros projets à plusieurs millions d'euros. Je confirme. Et on peut même recompléter ça avec les cascades funding et les projets FEDER qui sont donc des fonds européens gérés en région. Ils font le pont avec tout ça.
Merci pour vos réponses. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être te laisser conclure, Eric, de Digital 113. Oui, donc encore une fois, merci à tous les intervenants. Je pense que ce qui est important et qui ressort de tout ça, c'est que bah, pour tous ces appels, ce qui est au cœur du montage, comme de la réussite, comme des projets, c'est la collaboration et la confiance. Et ça va aussi donc pour aller bah, justement se rapprocher de personnes qui peuvent vous aider pour aller adresser ces guichets européens, que ce soit via les points de contact, via le réseau EN, via nous également qui pouvons vous accompagner sur le montage, l'assistance à la rédaction, toutes ces parties-là. Voilà, donc je pense que ça, c'était un des points importants à garder en tête, c'est que tous ces projets-là, c'est de la coopération, c'est de la collaboration, c'est des rapports humains. Donc c'est important bah, de bout en bout de faire ça avec des gens en qui on a confiance. Et je pense que le témoignage de Teroico allait clairement en ce sens. Euh, peut-être une petite transition vers le après, justement sur cette histoire de identifier le bon guichet, c'est aussi c'est au cœur du travail d'identifier qu'est-ce qui est le plus pertinent, bah, de quoi vous avez vraiment besoin. Donc là-dessus, c'est aussi des choses sur lesquelles nous et d'autres peuvent vous accompagner. Et si tu peux mettre la slide d'après, peut-être. Pour ceux qui sont même encore en amont de ça, sachez au sein de Digital 113, donc on lance un cycle avec des réunions en physique à Toulouse et certaines en distanciel pour Montpellier, où le but, c'est justement pour les entreprises qui se questionnent, qui ne savent pas trop se positionner, bah, de les accompagner sur cette démarche pour aller vers les appels à projets, qu'ils soient donc régionaux, nationaux ou européens. Donc voilà, vous avez le QR code, là, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu de quoi on va parler et pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Super, merci Eric. Merci à tous. Donc nous allons conclure le webinaire et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par mail. Donc pour rappel, on vous enverra la présentation, l'enregistrement ainsi que les contacts des intervenants. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée.